Bien, écoutez, mesdames, messieurs, dans la salle, merci de vous être déplacés. Mesdames, messieurs, en ligne, bonsoir et bienvenue à cette première soirée du CRDP, de notre cycle de conférence 2024-2025, qui s'intitule Thématique intemporelle du droit. L'idée derrière ce cycle de conférence, en fait, elle est très simple. En retournant dans les archives du CRDP, je suis tombé sur cette collection qu'on appelle la collection de cahiers rouges, qui, en fait, a publié un certain nombre des premières études qui ont été produites par les chercheurs du CRDP à ses débuts. Des noms que vous reconnaîtrez comme René Urtubise, qui a été notamment directeur ou président, pardon, du conseil d'administration du CRDP durant des années, Luce Patnaud, de Pierre-Éliott Trudeau, un nom que certains d'entre vous connaîtrez probablement, un certain Jean-Louis Baudouin, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, je présume qu'il a eu une carrière intéressante par la suite. Jacques-Yvan Morin, un autre nom incontournable. Bref, plusieurs des pointures qui ont fait du CRDP ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, en regardant plusieurs des thématiques de ces études, on a constaté que ce sont des thématiques qui sont toujours vivantes. Et l'une des premières études publiées en 1970, qui avait été rédigée par Luce Patnaud, s'intitulait De l'interprétation du mot terre en droit constitutionnel canadien et suivant la loi des mines du Québec. Et donc, j'ai décidé de reprendre chacune de ces études, et notamment celle de Luce Patnaud, de voir bien comment est-ce qu'on pourrait mettre cela au goût du jour, qu'est-ce qui a évolué depuis 1970 quand cette étude a été rédigée. Et pour parler de ces questions, bien, nous avons trouvé la personne au Québec la plus qualifiée pour ce faire. Et nous sommes bien heureux d'accueillir parmi nous Pierre Langlois. Maître Langlois est avocat conseil au sein du groupe de droit des affaires de McCarthy-Tétrault. Il est également titulaire d'un doctorat. D'ailleurs, je lui avais dit finalement, vous auriez dû être professeur et semble-t-il qu'il y avait certaines pressions à l'époque, justement, de certains membres du CRDP, mais il a résisté et a décidé de quitter pour la pratique privée. Mais il y revient en quelque sorte au bercail puisqu'il a participé au CRDP de 1976 à 1977 à la réalisation d'une recherche commanditée par le ministère des Richesses naturelles ou du Québec sur le droit québécois de l'eau et a œuvré en tant que chargé de cours en droit minier à notre faculté de droit, la faculté de droit de l'Université de Montréal, dans le cadre du programme de maîtrise en droit des affaires. C'est donc un énorme plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui, Maître Langlois, pour nous parler de la propriété des substances minérales en droit québécois. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci et bienvenue à tous. Je dis au départ, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure, mais il y aura une période de questions suivant mon exposé en fin de conférence. Il faut d'abord replacer le droit minier dans ce qu'on appelle la pédologie, c'est-à-dire la science qui a pour but d'étudier la formation et l'évolution des sols. Et deux auteurs qui ont publié il y a quelques années le droit minier, Jean-Claude Lamontagne et Jean Brisset-Desneaux. Brisset-Desneaux qui a fait carrière au ministère des Ressources naturelles à Québec, démarre d'ailleurs leur ouvrage en faisant certains rappels des concepts de pédologie. Alors, selon les concepts de pédologie, il faut distinguer trois horizons. Horizon A, horizon B, horizon C, en partant de la surface et en s'éloignant de la surface vers le centre de la Terre. Alors, l'horizon A, c'est ce qu'on appelle le sol ou le sol arable, et ça s'applique donc à la tranche superficielle de terre meuble qui supporte la végétation. Cette couche arable est d'ailleurs définie dans la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles comme étant cette section du terrain possédant les qualités qui le rendent propre à la croissance des végétaux. C'est très peu profond, la couche arable, c'est vraiment la couche tout à fait superficielle. Cette couche-là dépasse rarement, comme disent les auteurs, 1 mètre d'épaisseur, composée essentiellement d'humus et de matière organique brute, formée de débris végétaux plus ou moins décomposés.
Sous l'horizon A, il y a les horizons B et C. Le sous-sol ou le tréfonds sont les sections de terrain situées sous la couche arabe et on les désigne sous les noms en pédologie de horizon B et C. L'horizon B, c'est la couche supérieure du tréfonds, donc intermédiaire entre le sol arable et la roche-mère, et qui ne produit aucun végétal. C'est là qu'on retrouve, entre autres, ce que la loi sur les mines appelle les substances minérales de surface. Alors, les substances minérales de surface sont définies à l'article 1 de la loi sur les mines et je vais vous donner la nomenclature de tout ça parce il y a des titres miniers particuliers qui s'appliquent aux substances minérales de surface. Les plus connus sont le sable et le gravier ce qu'on appelle aussi la pierre de taille ou la pierre de construction. Maintenant, il y a aussi parmi les substances minérales de surface visées par la loi sur les mines la tourbe, la dolomie, la calcite, le calcaire, l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile, tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice, pour la fabrication du ciment et toute autre substance minérale se retrouvant en l'état naturel sous forme de dépôts meubles, à l'exception évidemment de la couche arabe qui constitue l'horizon A, et les substances minérales de surface se retrouvant principalement dans l'horizon B. Et puis sous l'horizon B, il y a l'horizon C, qui est la section inférieure du tréfonds et qui correspond à la roche-mère. Et c'est là que se trouvent les substances minérales proprement dites, essentiellement les métaux et les minéraux industriels dont il est question dans la loi sur les mines. Alors, les substances naturelles solides présentes dans les horizons B et C comprennent les substances métalliques. Les substances métalliques comprennent les métaux précieux, or, argent, platine, platinoïdes, les métaux de base, le fer, le nickel, le cobalt, le cuivre, le zinc, le manganèse, le lithium, les terres rares, et les substances radioactives, uranium, thorium, et il y en a d'autres. Et des substances non métallifères, comme le quartz, le feldspath, le mica, le sel, qui est une substance minérale au sens de la loi sur les mines, les pierres précieuses, diamants et autres pierres pouvant être utilisées en joaillerie, ainsi que les substances minérales de surface dont je vous ai donné un aperçu et qui peuvent se retrouver aussi dans l'horizon C. Alors, y allant à la verticale depuis la surface, horizon A, la couche arabe, horizon B, essentiellement des substances minérales de surface, horizon C, les métaux et les autres substances métalliques, substances métallifères, substances non métallifères. Et c'est là que s'exploitent finalement les mines au Québec. Je vous parlais parmi les substances non métallifères du feldspath, on est un peu chanceux sur ce plan-là ici au Québec. La seule mine de feldspath en exploitation dans les Amériques est en exploitation dans l'Outaouais, un petit peu au nord de la ville de Buckingham, qui a maintenant été fusionnée à Gatineau. Euh, Elle est exploitée par une société américaine et le feldspath est la matière première de la fabrication de la céramique dentaire. Tout ce qu'il y a de plombage blanc ou de dents artificielles est fabriqué à partir du feldspath et ce feldspath-là, pour cette société-là, provient de l'Outaouais québécois. Et l'usine de fabrication du feldspath est à Porto Rico. Alors, la loi sur les mines pose, pour ce qui est des substances minérales, à son article 3, le principe de la domanialité du droit aux substances minérales naturelles solides.
Jusqu'à l'adoption de la loi sur les hydrocarbures il y a quelques années, la loi sur les mines telle qu'on la connaît visait aussi les hydrocarbures et il y avait des sections de la loi qui en traitaient. Euh, on a adopté une loi sur les hydrocarbures et maintenant la loi sur les mines telle qu'on la connaît ne vise que les substances minérales solides. Euh, La loi sur les mines pose le principe de la domanialité de ces substances-là. Que veut dire la domanialité? C'est que ces substances-là, sauf quelques exceptions, et la difficulté, c'est de bien comprendre les exceptions, euh, les substances minérales sont des biens domaniaux qui appartiennent à l'État, et l'État peut prévoir, et c'est ce qu'il fait dans la loi sur les mines, divers modes selon lesquels il peut les affecter aux particuliers ou aux sociétés commerciales. Les modes existants dans la loi sur les mines sont fonction de la nature des substances et aussi de l'étape depuis leur découverte jusqu'à leur exploitation. Alors, la loi sur les mines reconnaît comme titre minier ce qu'on appelle pour la recherche, ou ici on parle plutôt de prospection, mais l'un ou l'autre terme est valable, le claim minier. Bon, le mot claim, je revendique, ça vient du droit américain, un vocabulaire retenu à l'époque lors de la course à l'or en Californie au milieu du 19e siècle. Les activités minières n'étaient pas représentées, n'étaient pas réglementées à l'époque, et donc les prospecteurs, entre eux, avaient mis au point certaines règles, entre autres la pose de piquets ou de jalons, et ça a été conservé, ça ici, comme mode d'acquisition des claims. Euh, et le mot claim lui-même, je plante un piquet, je revendique tes droits sur ce qui est à l'intérieur du périmètre délimité par ces piquets-là. Alors, le claim qui va devenir dans la loi sur les mines après les modifications qui ont été déposées récemment, projet de loi 63, on en change la terminologie pour permis d'exploration exclusif. Et après la période de recherche ou d'exploration, on passe à la période d'exploitation. Jusqu'en 1966, le titre d'exploitation, c'était la concession minière. Depuis la première loi sur les mines de 1880, on reviendra là-dessus tout à l'heure, jusqu'en 1966, le titre d'exploitation était la concession minière. Depuis janvier 66, c'est le bail minier. Et pour les substances minérales de surface, donc retenez en gros le sable, le gravier, la pierre à construire, le titre d'exploitation, c'est le bail exclusif ou non exclusif de substances minérales de surface. Donc un bail minier de type particulier qu'on appelle pour les baux exclusifs le BEX et pour les baux non exclusifs le BNE. Alors, dans les terres du... Oui. Désolé de vous interrompre. N'hésitez pas à écarter ma question là, si jamais elle n'est pas pertinente dans votre plan de présentation, mais vous avez mentionné qu'il y avait un passage de la concession en 66 au bail. Oui, c'est-à-dire que l'État, à compter du 1er janvier 66, a cessé d'octroyer des concessions et ce sont plutôt maintenant des baux miniers. Maintenant, pour la nature des droits conférés par les concessions avant 66 et le bail depuis, c'est vraiment des différences mineures. Maintenant, les concessions qui étaient en vigueur au 1er janvier 66 sont demeurées en vigueur. Bon, il est toujours possible que le titulaire d'une concession l'abandonne ou qu'elle soit révoquée dans certains cas, mais il y a plusieurs mines au Québec qui sont encore exploitées sur des concessions minières. Maintenant, les titres miniers d'exploitation accordés depuis janvier 66, ce sont les baux miniers ou le bail minier et pour les substances minérales de surface, le bail d'exploitation de substances minérales de surface exclusif, le BEX, ou non exclusif, le BNE. Est-ce que ça... Oui, tout à fait. Et en fait, je pense ma question visait l'idée que
justement en droit des hydrocarbures auquel vous avez fait référence. Ouais. Et tout un contentieux qui semble à peu près actif en ce moment en lien avec l'expropriation due à la fin des hydrocarbures. Puis je me demandais si le passage d'une forme, c'est-à-dire de la concession vers le bail, avait entraîné une perte de droit telle qu'elle aurait pu générer ce genre de questions-là aussi à l'époque, mais si je comprends bien, l'ampleur des droits... Non, il n'y a pas eu de perte de droit. Le titulaire d'une concession va exploiter le gisement de la même façon que s'il avait un bail minier. Est-ce que les propriétaires, c'est une concession habituellement? La couronne concède une terre, donc il y a une notion de propriété. C'est-à-dire qu'il y a des concessions minières superficiaires et souterraines, donc surface et sous-sol, oui, et des concessions minières souterraines seulement, donc octroyées sur des terres dont la surface avait été concédée antérieurement, généralement pour des fins agricoles. Même chose pour le bail minier. Et c'est uniquement en surface qu'il y a eu des concessions. C'est ça. Il faut bien distinguer entre une concession immobilière, donc l'État concédait la surface, et généralement c'était pour des fins agricoles, oui, et demeurait titulaire des droits miniers. On va entrer dans les détails de ça plus tard. Et lorsque la concession était accordée sur des terres du domaine de l'État, l'État étant titulaire des droits de surface, pouvait octroyer une concession superficiaire et souterraine qui donnait le droit au concessionnaire d'utiliser la surface à des fins minières, sinon il doit obtenir ou devait obtenir le consentement du propriétaire du sol pour utiliser le sol à des fins minières. Il possédait cependant des pouvoirs d'expropriation dans certains cas si le propriétaire superficiaire refusait d'accorder son consentement. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Alors, dans les terres du domaine de l'État, l'État est propriétaire de la surface et il est propriétaire du tréfonds. La surface et le tréfonds, sous réserve évidemment des droits qu'il aurait pu consentir, l'État, à des fins minières, donc l'existence de claims, de concessions minières ou de baux miniers. Dans les terres du domaine concédé ou aliéné par l'État, dans les terres concédées ou aliénées par l'État, donc si vous êtes propriétaire d'une ferme en pleine ville, évidemment, je pense que ce serait un mauvais exemple, mais si vous avez des terrains, par exemple, à la campagne, que vous en êtes propriétaire, vous êtes propriétaire de la surface. Vous n'êtes pas propriétaire des droits miniers, et donc l'État peut les accorder à des tiers. Même en ville, on a vu, dans certaines villes, ils ont déménagé une partie de la ville. Ben, en Abitibi, oui, il y a eu des déplacements forcés qui sont intervenus au cours des années. Alors, pour bien comprendre le principe de domanialité, c'est-à-dire que les substances minérales sont des biens domaniaux appartenant à l'État, il faut faire, moi je pense que la meilleure façon, il faut considérer ces questions-là selon la chronologie ou selon l'histoire. Et on va distinguer à cette fin-là quatre grandes étapes. La tenure minière dans les terres concédées en seigneurie, donc durant le régime français. Ensuite, la tenure minière dans les terres concédées dans les cantons avant le 24 juillet 1880. 24 juillet 1880, c'est la date de l'adoption, de l'entrée en vigueur de la première loi sur les mines au Québec. De fait, ce n'était pas la première loi sur les mines. Il y avait eu, sous l'Union, découverte de gisements dans la Beauce, de gisements d'or. Il y avait eu une loi d'adopter à l'époque pour permettre l'exploitation de ces gisements-là. Mais après 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, la première législation minière générale
adoptée au Québec, c'est la loi sur les mines de 1880. Troisième étape, les terres concédées après l'entrée en vigueur de la loi des mines de 1880, parce qu'on verra que la loi sur les mines de 1880 disposait pour l'avenir, mais ne touchait pas la nature des droits miniers existants ou qui avaient existé sous le régime français ou dans les terres concédées dans les cantons. Et finalement, la révocation générale des droits de mine de 1982, une étape extrêmement importante ici. Et l'État a repris par le biais d'une forme d'expropriation. Évidemment, il y a eu des compensations de verser les droits sur les mines. Et on fera une synthèse de ça par la suite. Alors, dans les terres concédées en seigneurie, on dispose d'une décision extrêmement importante de la Cour d'appel qui est l'arrêt Larraine contre Deléry, qui est une décision de 1883 en appel d'un jugement de la Cour supérieure. La Cour d'appel devait déterminer quelle législation régissait la propriété des mines dans les concessions faites selon la tenure seigneuriale durant le régime français. 1887, vous dites? 1800, la décision, c'est 1883. Vous l'avez dans mon texte, c'est la note de bas de page numéro 9. Alors, la Cour a conclu que la propriété des droits de mine dans les terres se réglait par les ordonnances françaises applicables en la matière, et principalement par ce qu'on appelle l'édit du roi Henri IV de juin 1601, un édit qui confirmait des édits précédents sur les mines et minières et créait un grand maître et autres officiers. Et que dans ces terres, la propriété des mines, dans les terres concédées en tenure seigneuriale ici au Québec, la propriété des mines appartenait à l'État, mais qu'il y avait deux exceptions. Première exception, concession expresse des droits miniers dans le titre seigneurial. Donc, seul un examen du titre seigneurial permet de conclure si oui ou non l'État avait abandonné le droit à certaines substances ou à la totalité des substances dans la concession en cause, dans le titre seigneurial en cause. Et à l'exception aussi, une exception qui était prévue dans l'édit de 1601 de certaines substances minérales dont la propriété avait été transférée de par l'effet des édits des rois de France aux seigneurs par la concession. Et dans les concessions des seigneurs aux censitaires, le seigneur devait concéder les mêmes droits à ses censitaires. Je vais vous lire la liste des substances en cause parce que plusieurs maintenant se retrouvent dans des substances abandonnées par l'État aux propriétaires des lieux. Alors, l'État, dans les concessions en seigneurie, avait abandonné les mines de soufre, de salpêtre, de fer, ocre, le pétrole, mais ce n'est pas le pétrole tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est du pétrole de surface, charbon de terre, ardoise, plâtre, craie et autres sortes de pierres pour bâtiments et meules de moulins. Et l'édit continue, lesquels, pour certaines bonnes et grandes considérations, nous en avons accepté, et par grâce spéciale, acceptons en faveur de notre noblesse et pour gratifier nos bons sujets propriétaires des lieux. Et la propriété de ces substances-là avait été transférée au seigneur qui les a transférées aux censitaires. Donc, essentiellement, dans les concessions en seigneurie, l'État est titulaire, demeure titulaire des droits miniers, sauf deux exceptions. Concession expresse des substances minérales dans le titre de concession et les substances mentionnées dans l'édit de juin 1601. Le système seigneurial prend fin à la cession du Canada de l'époque à l'Angleterre par le traité de Paris 1763
Et les autorités britanniques, et c'est la deuxième période, les autorités britanniques introduisent ici le découpage du territoire en cantons et le mode de concession de terre en francs et commun socage, qui était en vigueur en Angleterre à l'époque. Et là, la propriété des substances minérales change du tout au tout. Alors, dans les terres concédées dans les cantons, selon la tenure de francs et commun socage, avant le 24 juillet 80, 24 juillet 80, c'est la date d'entrée en vigueur de la première loi sur les mines. Donc, entre le régime français et la première loi sur les mines, concession dans les cantons sous la tenure de francs et commun socage, l'État se réserve que les droits à l'or et l'argent. Autrement dit, les autres substances passent dans la concession de la surface aux concessionnaires. Il y a eu quelques exceptions, peu nombreuses, entre 1792 et 1797. L'État non seulement s'est réservé les mines d'or et d'argent, mais également les mines de cuivre, d'étain, de fer, de plomb et de charbon de terre, mais il les a abandonnées par la suite. Alors, essentiellement, dans les terres concédées dans les cantons, avant l'entrée en vigueur de la première loi sur les mines, après le régime français et avant la première loi sur les mines de 1880, l'État demeure titulaire des droits à l'or et l'argent seulement, et les droits aux autres minéraux passent dans la concession de la surface, généralement concédée, comme je mentionnais, à des fins minières. Il y a quelque chose aussi que ça pique ma curiosité, parce que d'une part, on dit que le régime seigneurial prend fin, il y a eu la conquête anglaise et tout ça. Ces gens-là qui ont des droits seigneuriaux, c'est considéré quoi comme des droits d'acquis? C'est pour ça que par la Constitution, ça a été maintenu? Ou c'est ce régime-là que je ne comprends pas? Il faut dire que le système seigneurial, on n'entrera pas à fond là-dedans, mais a été aboli en 1854. Mais il a donc survécu à la cession du Canada à l'Angleterre en 1763 par le traité de Paris, mais disons à la conquête de 1759. Bon, les Français, ou sous le régime français, la concession de terre se faisait selon le mode seigneurial. Après la conquête, les Britanniques ont introduit, comme j'ai mentionné, la division du territoire en cantons et la concession en francs et commun socage, mais les Britanniques ont également concédé 6 seigneuries. Autrement dit, sous le mode, en principe, français, les seigneuries, bon, à la Malbaie, là, de Mount Murray et Murray Bay, de chaque côté de la rivière Malbaie, je crois. Et ici, en allant vers Hemingford, là, sur la rive sud du Saint-Laurent, 4 seigneuries, Shoolbred, Saint James, Saint Normand ou Saint Normand et Thwaite. Et puis, il y a eu aussi l'agrandissement de la seigneurie de Matane, qui avait été concédée sous le régime français, mais qui a été agrandie sous le régime anglais. Mais l'État ne s'est réservé que les droits à l'or et l'argent, parce que dans les concessions en francs et commun socage, en principe, l'État ne conservait que les droits à l'or et l'argent. Alors, dans ces seigneuries-là, concédées par les Britanniques, il n'y a que les droits à l'or et l'argent qui sont passés finalement aux concessionnaires. Autrement dit, oui, on concédait des seigneuries, mais pour le droit minier, on suivait le droit britannique. On le sait tous, mais parfois c'est bien de dire les choses qu'on sait que la relation seigneuriale, c'est une relation personnelle avec le souverain, et donc avec disons, la concession du pays, on a créé une nouvelle relation personnelle. Et quand le seigneur décédait, justement d'une seigneurie, il fallait aller voir le lieutenant-gouverneur ou son représentant, et on faisait le rituel qu'on a été accepté comme le nouveau seigneur. Donc, c'était une relation personnelle. Donc, avec le changement de souverain, on établissait une nouvelle relation. Absolument.
Oui, oui, à un seigneur succédait un autre seigneur, et évidemment, tout ça a été aboli au milieu du 19e siècle parce que, évidemment, les droits des gens qui vivaient sur des seigneuries et de ceux qui vivaient hors seigneurie n'étaient pas les mêmes et on voulait uniformiser, évidemment, les choses et avoir un régime unique, ce qui se comprend très bien aussi. Et puis, alors on en arrive après ces deux périodes-là, la tenure seigneuriale et les cantons, à la première loi sur les mines, qui est du 24 juillet 1880. J'oublie là, la loi adoptée sous l'Union vers 1835-37 de mémoire pour régler le cas des mines d'or dans la Beauce, qui de fait n'a pas survécu évidemment à l'acte d'Amérique du Nord britannique, le B&A Act. Alors, adoption de la loi sur les mines en 1880, et ça découle, pourquoi est-ce que c'est le Québec à l'époque qui l'a adopté? Parce qu'il il y avait eu en 1867 le B&A Act, ce qu'on appelle maintenant la loi constitutionnelle de 1867, qui attribuait à son article 109 la propriété des terres publiques, la propriété des terres et des mines, minéraux et réserves royales. Les réserves royales, c'est l'or et l'argent dans ces terres-là à l'État. Et donc, c'était attribué à l'État provincial, aux provinces. Et à l'article 92.5, la loi constitutionnelle de 1867 attribuait la compétence législative en matière d'administration et de vente des terres publiques également aux provinces. Alors, il y avait la propriété des terres et des mines qui étaient attribuées aux provinces à l'intérieur, évidemment, de leur territoire par le biais de l'article 109 et la compétence législative au terme de l'article 92.5 sur les terres publiques qui comprenait évidemment les mines. La loi constitutionnelle de 1867, comme vous savez, a été modifiée en 1982 par l'insertion après l'article 92 d'une rubrique nouvelle, ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique, et de l'article 92A, qui confirme que le législateur de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants. Et là, je m'en tiens aux ressources minérales, la prospection des ressources non renouvelables de la province, et deuxièmement, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables de la province, y compris leur rythme de production primaire. Et production primaire est définie dans une nouvelle annexe, annexe 6 à la loi constitutionnelle de 1982, comme étant le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel, ou soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l'affinage d'une ressource. Alors, ayant les compétences, ayant la propriété du sol et du tréfonds et le pouvoir de légiférer au terme des articles 109 et 92, la législature du Québec adopte en 1880 ce qu'on appelle l'Acte général des mines de Québec de 1880. C'est comme ça que cette loi-là s'appelle, qui définit mines et minerais comme comprenant, ça vaut la peine de le lire rapidement, toute pierre, roche ou rocher, terrain ou terre alluviale ou non, où il se rencontre de l'or, de l'argent, du cuivre, du phosphate de chaux, apatite, de l'asbeste, de l'amiante et toute autre substance minérale de valeur appréciable et tous les endroits où l'on peut en faire l'exploitation. C'est assez gauche comme définition, mais de fait, ce sont toutes les substances minérales qui sont considérées comme mines et minerais. Et cet article-là dispose, cette loi-là de 1880 dispose à son article 3 qu'il n'est pas nécessaire, virgule, à l'avenir, virgule, donc pas de rétroactivité dans cette disposition, de faire mention dans les lettres patentes des terres octroyées pour fins agricoles de la réserve des droits de mine,
laquelle réserve est toujours censée exister suivant les dispositions du présent acte. Donc, pour l'avenir, l'État se réservait la propriété des droits de mine, laquelle réserve est toujours censée exister suivant les dispositions du présent acte. Donc, était sans effet sur la tenure minière dans les seigneuries et dans les cantons depuis 1759-60 jusqu'à la loi sur les mines de 1880. On a donc trois régimes qui ne s'appliquent pas évidemment dans le même périmètre sur le terrain, mais il y a trois régimes qui existent possiblement. Il faut donc à chaque fois vérifier où on en est sur le terrain. Est-ce qu'on est dans une seigneurie? Est-ce qu'on est dans des terres concédées dans un canton avant l'adoption de la loi sur les mines ou depuis la loi sur les mines? Donc, un régime un petit peu difficile à appliquer concrètement. Puis l'État fédéral. Bon, l'État fédéral, ça, on pourrait en parler peut-être dans une autre conférence, mais oui, il y a un domaine public fédéral dans lequel le fédéral a les droits de mine et peut les réglementer. Mais géographiquement parlant, là, en termes de superficie, de surface, c'est peu de choses. Mais vous avez raison, tout à fait. Il y a une loi des mines fédérales. Pas du type de la loi sur les mines du Québec. Il faut dire que les terres fédérales au Québec, bon, vous avez la voie maritime du Saint-Laurent, vous avez des parcs nationaux, évidemment des lieux dans lesquels les activités minières, par définition, ne sont pas possibles. Mais toutes les mines en exploitation d'importance, en exploitation au Québec, c'est au terme de la loi sur les mines. Alors, l'acte général des mines de 1880 ne comporte aucun abandon des substances minérales aux propriétaires du sol. Cet abandon-là viendra en 1910, de telle façon que dans les terres concédées après 1880, on a un peu le même régime que dans les terres concédées dans les cantons avant l'adoption de la première loi sur les mines. Alors, l'article 3 de la loi sur les mines a été modifié. De fait, on a ajouté un article 3A en 1884 qui dispose que vis-à-vis de la couronne, les droits de mine réservés tacitement forment une propriété séparée de la surface qui recouvre les mines et les minerais compris dans ce droit et constitue une propriété souterraine qui est aussi publique, indépendante de celle du terrain qui la recèle. Donc, il y a une nette distinction entre la propriété de surface ou superficiaire et le droit aux minéraux. Certains minéraux, comme on a vu, et on le reverra, sont abandonnés aux propriétaires de la surface, mais dérivent d'une propriété de nature différente. Une question de vocabulaire. Le Code civil fait quand même référence au trait foncier. Et là, est-ce qu'il y a une différence, une incompatibilité entre les deux? Non, il n'y a pas d'incompatibilité, mais on ne peut pas se limiter à l'article, je ne l'ai pas avec moi, là, je pense qu'il y a un ou deux articles du Code civil qui traitent du droit aux minéraux. Et d'ailleurs, il y a une référence dans un de ces articles-là à la législation minière, qui est une législation ad hoc en matière de ressources minérales. Alors également en 1910, il y a l'abandon par l'État aux propriétaires fonciers de certains minéraux. Bon, les pierres à bâtir et de sculpture, les pierres à chaud, calcaire pour fondant, les pierres à meule et à aiguiser, les sables et graviers pour fin de construction, le gypse, les argiles utilisées à la fabrication de matériaux de construction, de briques réfractaires, de poterie, de céramique, la marne, les ocres, les eaux minérales, la stéatite, les terres d'infusoire ou Tripoli, la terre à foulon,
et la tourbe lorsqu'elle se trouve isolément sur les terres appartenant à des particuliers, tant dans les seigneuries que les cantons, et qui ne sont considérés ni comme des mines ni comme des minerais, et ça consacre donc l'abandon aux propriétaires de la surface de la propriété de ces substances-là. Et on retrouve cet article-là à l'article 5 de la loi sur les mines, est abandonné aux propriétaires du sol. La liste varie dans son expression, là, mais essentiellement, son ancêtre, c'est la loi de 1910. Le propriétaire de terrain où il exploite une source minérale où il y a des millions de gallons d'eau minérale, est-ce que ça veut dire qu'il ne paye aucun droit au gouvernement? Bon, là, il y a toute la fiscalité minière, puis premièrement, je ne suis pas fiscaliste et je ne veux pas m'improviser devant vous non plus comme fiscaliste, mais il y a une loi. Est-ce que ça vise l'eau minérale? Je ne saurais pas vous dire, mais il y a une loi sur les droits sur les mines. L'État perçoit de l'exploitation des substances minérales dont il est titulaire et dont il permet l'exploitation par des concessions minières ou des baux miniers. Il perçoit quand même. On peut critiquer évidemment la hauteur à laquelle sont fixés ces impôts ou ces taxes ou ces redevances, mais le principe est quand même acquis dans notre législation. C'est minime, c'est quelques sous, ça. Ben, ça pourrait être davantage. Et là, on en arrive à la révocation générale des mines de 1982. Alors, en 1982, l'État procède à la révocation des droits de mine, révocation en sa faveur à compter du 15 septembre 82, c'est là que la loi a pris effet, des droits miniers suivants. Alors, on a vu jusqu'à maintenant qu'il y a certains droits qui sont des droits privés, et évidemment, dans les terres déjà concédées, soit en seigneurie ou dans les cantons, ou concédées pour les cantons avant la loi sur les mines de 1880 ou après la loi sur les mines de 1880. Il peut y avoir des variantes. Et là, l'État décide de reprendre la propriété essentiellement des droits miniers et procède à la révocation de ces droits-là à compter du 15 septembre 82. Alors, pour les terres concédées en tenure seigneuriale, l'État révoque en sa faveur les droits aux mines et aux minières. Minières, c'est les mines de surface, un peu peut-être des carrières qu'on dirait aujourd'hui, ne faisant pas partie du domaine de l'État, dans les terres concédées en tenure seigneuriale, que ces droits aient été cédés à un censitaire ou non. Alors, révocation de ces droits-là par l'État en faveur de l'État. On verra qu'il y a des modalités d'application de tout ça. Pour les concessions faites dans les cantons, l'État révoque les droits de mine compris dans les concessions de terre faites dans un canton avant le 24 juillet 80, parce qu'on a vu qu'après le 24 juillet 80, l'État s'est réservé les droits de mine qui établissaient pour l'avenir la domanialité du droit à ces substances minérales. Il y a un cas particulier là, pour les terres concédées par billet de location pour lesquelles le titulaire du billet avait rempli ses conditions d'établissement, mais auxquelles les lettres patentes n'avaient pas été émises. On a considéré que ces terres-là avaient bel et bien été concédées et on les a traitées comme des terres concédées. Et donc, l'État reprenait ses droits dans ces terres-là. Et on a aussi révoqué les droits de mine dans des concessions minières, pas des concessions de terre, mais des concessions minières antérieures au 1er juillet 1911. Donc, c'était de vieilles concessions minières qui très souvent n'étaient plus en exploitation de toute façon. Maintenant, la révocation ne s'appliquait pas de façon générale. Il y avait des modalités
d'application. Premièrement, la révocation ne s'appliquait pas à certaines substances minérales. Donc, l'État ne reprenait pas la propriété de certaines substances, lesquelles, les substances minérales de surface, qu'on laissait aux propriétaires des lieux. Donc, le sable, le gravier, la pierre à bâtir et de sculpture, la pierre à chaux, les calcaires pour fondants, les pierres à meules et à aiguiser, le gypse, les argiles communes utilisées à la fabrication de matériaux de construction, de briques réfractaires, de poteries, de céramique, aux eaux minérales, à la terre d'infusoire ou Tripoli, à la terre à foulon et à la tourbe, lesquelles substances étaient exclues de la révocation. Deuxième exception à la révocation, les gisements en exploitation. Il y avait des mines en exploitation au 15 septembre 82. Alors, on excluait de la révocation les droits de mine dans un terrain où était situé un gisement en exploitation le 6 mai 82. 6 mai 82, c'est la date de dépôt du projet de loi qui opérait révocation des droits de mine. Donc, autrement, on l'a pris effet le 15 septembre, il avait été déposé à l'Assemblée nationale le 6 mai. Alors, on a retenu le 6 mai comme étant la date de déclenchement. Alors, exclu de la révocation les gisements en exploitation le 6 mai 82. Encore là, on verra qu'il y a des modalités un peu plus loin. Exclut également de la révocation les réserves de minerais. Alors, les réserves de minerais constituant une réserve nécessaire pour assurer la continuité d'une entreprise minière en exploitation le 6 mai 82, qui est la date de dépôt du projet de loi. Donc, on ne voulait pas toucher aux mines en exploitation, ni aux réserves qui assuraient la continuation ou la continuité de l'exploitation de ces mines-là. Et évidemment, l'exploitant devait démontrer qu'il existait des indices raisonnables d'un gisement de minéraux exploitables. Et alors, pour éviter la révocation, il y avait une procédure à suivre. Pour les gisements en exploitation, le propriétaire ou l'exploitant devait, et là on a donné 6 mois, avant le 15 mars 83, donc entrée en vigueur de la loi 15 septembre 82, et on donnait jusqu'au 15 mars 83 pour le titulaire d'un gisement en exploitation de produire au registraire des titres miniers, dont les fonctions sont prévues dans la loi sur les mines, une déclaration contenant notamment la désignation du terrain où était situé le gisement, ou les réserves établies, ainsi que la description de l'étendue et des limites du gisement. Pour les réserves de minerais, il fallait en plus réserves de minerais qui assureraient ou assuraient la continuation d'un gisement en exploitation. Le titulaire, ou le propriétaire ou l'exploitant devait fournir un rapport certifié conforme par un ingénieur des mines ou par un géologue qualifié décrivant la nature, l'étendue et la valeur probable du gisement. Et le registraire des titres miniers devait, dans les 60 jours de la réception des déclarations, soit de l'exploitant d'un gisement ou du titulaire de réserve, devait produire à la Gazette officielle du Québec un avis et notifier à la personne qui avait donné l'avis qu'elle pouvait contester dans les 60 jours de la date de publication de l'avis devant un tribunal compétent. Il y a 14 déclarations qui ont été produites. Elles visent toutes des terrains situés dans des cantons. Aucun avis, aucun des 14 avis reçus par le registraire ne vise des gisements en exploitation dans les terres concédées en seigneurie. Ça peut se comprendre parce que dans les seigneuries, l'État s'était réservé la propriété des substances minérales, sauf les substances minérales de surface. Et si on regarde les cartes seigneuriales,
dans l'Atlas de la Nouvelle-France, que je n'ai pas avec moi, vous avez les cartes du régime seigneurial. Il y a 3 cartes. Il y a la carte du gouvernement de Québec, gouvernement de Trois-Rivières et gouvernement de Montréal. Essentiellement, les seigneuries ont été concédées sur la rive nord, si on part de l'est, rive nord et rive sud du Saint-Laurent, s'en venant de Rimouski, la Malbaie, tout ça, vers jusqu'à Trois-Rivières. Il y avait le gouvernement de Trois-Rivières, c'est la même chose, des 2 côtés du Saint-Laurent, et ensuite jusqu'à Montréal et le long de l'Outaouais aussi. Il y a eu des seigneuries d'accordés. Et, chose intéressante, il y a eu des seigneuries d'accordés autour du lac Champlain, qui est maintenant aux États-Unis. Et donc, la propriété des substances minérales là-bas doit être établie en tenant compte de ce qu'a été le régime seigneurial lorsqu'il s'est appliqué. Je n'ai jamais fouillé la question pour des raisons évidentes. On n'a pas on n'a pas à intervenir généralement sur ces questions-là, mais il y a eu un certain nombre de seigneuries d'accordés autour du lac Champlain. Alors, suite à la révocation, et dans la mesure où on a suivi la procédure, donc le titulaire d'un gisement d'exploitation ou d'une réserve de minerais, il y a aussi le titulaire d'options de baux ou de promesses d'acquisition de gisements. Ben, l'État est désormais a repris ces droits-là et peut désormais les aliéner de la même façon que des droits qui n'auraient jamais quitté le domaine public, c'est-à-dire émettre des claims qui vont devenir des permis de recherche dans la nouvelle loi sur les mines, permis de recherche exclusif. Et puisqu'on est dans une période postérieure au 1er janvier 66 des baux miniers. Maintenant, sur des terres de particuliers, le titulaire d'un claim doit obtenir l'autorisation du propriétaire superficiaire pour accéder à son claim. Et à défaut de cette autorisation-là, il n'y a pas accès. Sur les terres visées faisant l'objet d'un bail minier, ou c'est la même chose pour une concession minière, également, le titulaire du bail ou de la concession doit obtenir l'autorisation du propriétaire superficiaire, mais à défaut, peut l'exproprier, mais pas à l'étape de l'exploration. On a modifié la loi il y a quelques années pour soustraire à la procédure d'exploration, à la procédure d'expropriation, l'exploration au terme de claim. Évidemment, tout ça, c'est souvent une question de gros sous aussi. Et ces droits-là peuvent s'acheter à bon prix ou à un prix moins intéressant. Mais voilà. Alors, où en est-on maintenant suite à ces interventions qu'on doit considérer historiquement pour pouvoir suivre pour ce qui est du principe de domanialité. Alors, en principe, l'État est titulaire des droits miniers sur son territoire. Oublions les terres fédérales, là, mais pour ce qui est du Québec, ces substances minérales, les substances minérales appartiennent à l'État. Sauf les substances minérales de la couche arable. L'horizon A, la propriété de ces substances-là, l'humus essentiellement, c'est passé dans les concessions de terre aux propriétaires superficiaires. Ça a été le cas dans les terres concédées en seigneurie, dans les terres concédées dans les cantons avant la première loi sur les mines et depuis la première loi sur les mines. Vous avez les dispositions pertinentes dans la loi aux articles 3, 4, 5, 6 et 7. Sont également exclus du principe de domanialité les substances minérales qui ont été soustraites à la révocation générale des droits de mine de 1982. Alors, essentiellement, les gisements en exploitation et les réserves et les options baux ou promesses dont on aurait donné avis au registraire
et pour lesquels il y a eu des avis de publier dans la Gazette officielle. Ça a été publié, ça, entre le 15 février et le 20 août 1983 à la Gazette officielle du Québec, partie 1. On peut retracer 14 avis qui ont été donnés. Plusieurs de ces avis-là concernent des terrains dans la région de l'Amiante. La ville d'Asbestos, qui est maintenant, qui a changé son nom complètement, là, je l'oublie. Val-des-Sources. Val-des-Sources? Bon. À proximité de Val-des-Sources, oui, il y a eu un certain nombre de cantons dans lesquels un certain nombre de droits ont été soustraits à la révocation parce qu'il y avait des mines d'amiante en exploitation à l'époque. Également exclu de la domanialité du droit à ces substances-là, les substances qui sont dans les horizons B et C, essentiellement les substances minérales de surface, qui sont énumérées à l'article 5 de la loi sur les mines. Alors, le sable, le gravier, les principales substances minérales de surface, c'est le sable, le gravier et la pierre à construire. Par exemple, le feldspath dont je parlais tout à l'heure n'est pas une substance minérale de surface parce que son nom n'est pas mentionné et ce n'est pas une pierre à construire non plus. Donc, cette mine-là, exploitée en Outaouais sur des terres privées, est exploitée au terme d'un bail minier accordé par l'État et non au terme de droit de propriété. Parce qu'évidemment, si le propriétaire superficiaire est propriétaire de la substance, il peut l'exploiter en tant que propriétaire et n'a pas besoin d'un bail minier. Donc, je reviens à l'exemple d'une ferme que je ou que vous posséderiez ici au Québec. Vous pouvez utiliser les substances minérales en tant que propriétaire des lieux. Vous n'avez pas besoin de titre de l'État. Il peut y avoir évidemment des permis environnementaux qui soient nécessaires, mais pas des permis d'exploitation de la surface. Et puis, il y a les résidus miniers qui font l'objet de l'article 7 et qui sont produits essentiellement durant la phase d'exploitation. Alors, ces résidus-là, pendant la durée du bail minier ou de la concession minière, appartiennent aux titulaires du bail ou de la concession. Et à la révocation, à l'abandon de la concession, le droit aux résidus revient à la personne qui avait autorisé leur dépôt sur le sol à l'endroit où on les a déposés. Il faut dire que dans la plupart des cas, oui, ce sera sur le titre de concession ou le titre de bail minier, mais l'État a adopté comme politique il y a quelques années de limiter le périmètre des baux miniers essentiellement à la zone d'exploitation du gisement. Et pour ce qui est, par exemple, des installations minières nécessaires à l'exploitation, comme par exemple un concentrateur, des aires d'accumulation de résidus qu'on appelle, l'expression que j'ai toujours trouvée un peu curieuse, et parcs à résidus, comme si on allait se balader dans ces parcs-là, mais les aires d'accumulation de résidus, l'État va plutôt octroyer des baux de terre publique. Et d'ailleurs, le loyer, je pense, est inférieur pour ce type de bail-là qu'au loyer prévu dans un bail minier. Et donc, des baux avec des superficies considérables, on en accorde, je crois, plus. On essaie de limiter le périmètre du bail minier à la zone minéralisée exploitable et pour les installations nécessaires à l'exploitation, on permet évidemment par bail
de terres du domaine de l'État, de les situer à proximité du bail. Voilà. Avec toute la question dont on parle de la procédure de soustraction à la révocation, on entend beaucoup parler au Québec de l'exploitation du lithium de surface. Alors, j'ai peine à trouver sous quel régime on se trouve dans le lithium de surface qui est tellement précieux actuellement, semble-t-il, pour la fabrication de batteries. Parce qu'il paraît qu'on en a beaucoup au Québec. Est-ce que c'est exclu ou c'est inclus? Est-ce que c'est soustrait ou c'est révoqué? En tout cas, dans ce temps-là, on n'en parlait pas du lithium quand ces lois-là ont été en vigueur. Il n'y a pas de mention faite nommément du lithium, alors il faut le glisser dans une des catégories. Maintenant, substances minérales de surface, on doit limiter, en limiter la liste à l'énumération qui en est faite dans la loi. Sinon, ce n'est pas une substance minérale de surface et donc, elle ne peut pas, entre autres, faire l'objet d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface. Alors, les substances minérales de surface, la tourbe, le sable, incluant le sable de silice, le gravier, le calcaire, la calcite, la dolomie, l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile, tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment, ou toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôts meubles, à l'exception de la couche arable, ainsi que des résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction pour la fabrication de matériaux de construction ou pour l'amendement des sols. Bon. Pour l'exploitation sur les terres du domaine de l'État de ces substances-là, il faut un bail d'exploitation de substances minérales de surface, qui serait ici un bail exclusif, mais il y a des baux non exclusifs, surtout pour l'exploitation des sablières et des gravières. Souvent, plus d'une personne a accès à la gravière, donc elle est exploitée au terme d'un bail non exclusif. Et puis, il y a l'abandon aux propriétaires du sol dans les terres concédées de certaines substances. Et la liste entre substances minérales de surface de l'article 1 et la liste des substances abandonnées de l'article 5, moi, je les ai déjà juxtaposées, là. Il n'y a pas d'adéquation absolue. On retrouve les mêmes choses, mais pas toutes. Le sable, le gravier, ça, c'est les substances qui sont abandonnées aux propriétaires du sol. Donc, du lithium sur des terres, disons, privées. Le sable, le gravier, la pierre à construire, à sculpture ou à chaux, le calcaire pour fondant, la pierre à meule et à aiguiser, le gypse, l'argile commune utilisée dans la fabrication de matériaux de construction, de briques réfractaires, de poterie ou de céramique, l'eau minérale, la terre d'infusoire ou de Tripoli, la terre à foulon, la tourbe, la marne, l'ocre et la stéatite, pourvu qu'elles soient à l'état naturel, isolées des autres substances minérales, ainsi que le droit aux substances minérales de la couche arabe. Donc, je n'ai jamais... C'est important d'acheter des grandes étendues de terre, sachant qu'il y a du lithium qui en a pour 1 milliard de dollars. Oui, mais sauf que le droit d'exploitation... Je n'ai jamais travaillé sur un dossier là, qui impliquerait le lithium comme substance minérale, mais il me semble que le titre d'exploitation devrait venir de l'État, parce que ça me semble être une substance minérale du domaine de l'État et non une substance qui aurait suivi les droits de surface. Autrement dit, une substance minérale de surface telle que définie ou dont la propriété est abandonnée aux propriétaires des lieux. Le lithium ne restera pas abandonné longtemps. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Un énorme merci pour ce voyage historique, en fait, un peu dans l'histoire du Québec et de ses terres. Les gens dans la salle ont pu poser leurs questions tout au long de la présentation. Je me retourne vers Sylvain pour voir si en ligne, il y aurait certaines questions à poser à notre conférencier. Moi, j'ai une question. En attendant, oui, évidemment.
Vous avez fait référence à un texte, peut-être que j'ai manqué les premières minutes, mais votre texte donne la référence au jugement de la Cour d'appel qui parle du régime français, Oui. la tenue séroriale. Le texte en question, il est publié où? En fait, Ben, je l'ai transmis à Sylvain qui va le rendre disponible Bon, ben, merveilleux. aux participants. Bon, merci beaucoup. Et plus précisément, vous irez, ça c'est l'arrêt de Léry. Oui, de l'IRI, puis j'ai noté la note de votre page, mais c'est le texte dans l'ensemble qui m'intéresse de toute façon. Alors, parfait, Oui. on va l'avoir. Et sera communiqué à chacun de vous peut communiquer avec moi. Là, vous obtiendrez mes coordonnées et ça me fera plaisir de poursuivre la discussion. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà. On fait en avant. Oui, vous avez une autre question, oui? Oui, une question peut-être de base, mais où s'arrêtent de côté territorial les droits justement de l'État, par exemple les fonds de mer ou sur la côte ou sur les Lungava, parce que c'est l'interaction. Je sais qu'il y a eu certaines jurisprudences à la Cour suprême, par exemple, avec Terre-Neuve, parce que, vous savez, les droits, mais les facultés d'exploiter concernées dans le droit international s'étendent plus loin même que le territoire du Canada. Ah, bien sûr, on exploite un peu partout sur la planète. D'ailleurs, on exploite aussi les fonds marins, etc. Pour ce qui est de la loi des mines du Québec, c'est le territoire le territoire du Québec, territoire submergé aussi, les lacs, les rivières et tout ça. Mais dans le golfe Saint-Laurent, c'est autre chose. La loi sur les mines ne s'appliquera pas en principe là-bas. Et autrement dit, c'est à l'intérieur des frontières. Et le gros des mines, sinon leur totalité, c'est sur la terre ferme ici au Québec. Une autre question peut-être du même genre territorial. Comment marche la coordination dans le cas des mines qui sont, par exemple, sur la frontière entre l'Ontario et le Québec? Par exemple, dans le nord, il y a certaines exploitations. Il faut obtenir des titres miniers des deux provinces. Et je travaille justement sur un dossier, là. La mine n'est pas en exploitation, mais le sera à un moment donné d'un gisement de terres rares qui est à. Il y a un bloc de claim qui est au Québec et qui jouxte la frontière Québec-Labrador. Et le gisement, manifestement, devrait probablement s'étendre du côté du Labrador. Ben, il faudra que l'exploitant obtienne du gouvernement de Terre-Neuve les mêmes droits qu'il a pour le Québec. Et c'est vraiment une application territoriale en matière d'exploitation.